Chers auditeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Voici, nous arrivons à la fin de la convention de l'UDPS Fédération du Canada où une rencontre fructueuse a eu lieu et je me trouve devant les cadres de l'UDPS. Je leur demande de se présenter les uns après les autres et puis j'aurai quelques 5 questions à partager avec eux. Donc je commencerai à ma gauche avec monsieur Albert Bouyamba. Albert Bouyamba, je suis conseiller politique au bureau du représentant de l'UDPS Canada, M. Claude Kiringa. Je m'appelle Urbain Ken Dondo. Je suis conseiller politique comme mon collègue Albert au sein du bureau de la représentation de l'UDPS Canada. Sylvain Senda Kalala. Je suis le président de la Convention démocratique de l'UDPS Canada. Monsieur, c'est pour moi un privilège de vous avoir sur ce podium. J'ai eu beaucoup de doléances de la part de Congolais, des Congolais ordinaires, des Congolais combattants et des Congolais membres de l'UDPS. Tous m'ont posé les mêmes questions, lesquelles sont celles que je veux vous poser aujourd'hui. Les premières questions, la première qui est revenue la plus souvent d'ailleurs, c'est de savoir quelles sont les nouvelles stratégies de l'UDPS et comment les communiquez-vous auprès des populations congolaises du Canada et d'ailleurs dans le monde. Bon, écoute, parler stratégie, vous savez, la stratégie ne se chante pas au grand jour. Mais néanmoins, vous savez, qui est le président élu, qui est notre président du parti, cherche l'impérium. Je crois que notre effort que nous devons faire, c'est aller concrétiser cet impérium-là. Nous devons l'aider dans la recherche de cet impérium. Je crois que c'est un des premiers points que nous comptons développer, puisque nous avons tiré une conclusion à l'issue, par exemple, de notre rencontre, et une année après, le président, non seulement il continue à courir, le peuple congolais est là, à qui on a volé sa victoire. Donc notre effort maintenant, à l'heure qu'il est d'aller concrétiser cette victoire pour que le président puisse se mettre dans sa peau et qu'il commence à travailler pour son peuple qu'il a élu. Est-ce que vous avez... Les stratégies, comme mon ami Sylvain Kalala l'a dit, ne peuvent pas s'étaler sur la place publique. Sinon, on n'appellera plus stratégie. Le président a déjà dit aux Congolais ce qu'ils doivent faire pour qu'ils accèdent au pouvoir réellement. Il a été élu. Kabila a volé sa victoire pour dire Kabila a volé la victoire du peuple congolais. Ici, il n'est même plus question que le président parle et que tous ceux qui sont autour de lui se mettent à parler du matin au soir. Les Congolais doivent savoir que le pays est à eux, le pays est en train de partir avec Kabila à sa tête, dans la mesure où Kabila, c'est un mercenaire, il n'a rien à voir avec le Congo. Les Congolais doivent se mettre debout comme un seul homme pour mettre Kabila dehors. Nous voyons, et les Congolais voient ce qui se passe à travers le monde. Il y a eu le printemps arabe, et cette manifestation continue aujourd'hui. On n'a qu'à regarder ce qui se passe en Syrie. On n'a qu'à regarder ce qui se passe dans d'autres pays. La stratégie consiste à ce que les Congolais se mettent debout, tous ensemble, pour mettre Kabila dehors. Il n'y en a pas d'autre stratégie. Tshisekedi a été élu. Il doit entrer en fonction et exercer les 5 ans de mandat qui lui ont été confiés par le peuple congolais. Il n'y a pas une autre stratégie que celle-là. On ne doit pas attendre que Tshisekedi parle, on ne doit plus attendre d'autres injonctions, d'autres directives. Lorsque Tshisekedi dit qu'il faut que les Congolais se prennent en charge, mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils leur disent plus? Lorsque Tshisekedi leur dit « je veux l'impérium », mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils leur disent plus? Tout ce qu'il veut se trouve dans ces concepts-là. Voilà ce que je pouvais dire à ce que vous venez de soulever comme question.
Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter sur la question. Oui, merci M. Kabouya. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais seulement les stratégies sont élaborées dans le bureau d'études, les stratégies sont élaborées dans les organes d'études du parti. Et comme mes deux collègues viennent de vous le dire, c'est pas à la place publique qu'on expose les stratégies, mais on utilise les supports aussi pour relancer les stratégies. Entre autres, votre présence ici sur ces plateaux. Vous êtes l'un des journalistes qui a comme objectif changer les choses au Congo. Bien entendu. Donc c'est ça, en utilisant cette sorte de médias qui est un support très puissant et qui fait partie des médias sociaux que nous allons tout justement véhiculer les stratégies de l'UDPS. Ceci fait partie justement de ma question, parce que les Congolais disent, dans la diaspora, nous avons accès à l'Internet, nous avons les chaînes internationales, ainsi de suite, mais au niveau du Congo, nous savons que le média est confisqué par le pouvoir en place. Alors la question est de connaître comment est-ce que l'UDPS parvient à communiquer les instructions, les mots d'ordre et ces stratégies qui doivent être connues auprès de ces populations. Écoutez, l'UDPS est un des partis qui est mieux structuré, mieux organisé au Congo. Il n'y en a pas 2, 3, 4. Nous avons des sections, nous avons des cellules, nous avons des fédérations. Ce sont des canaux à partir desquels les messages de l'UDPS sont véhiculés. À l'heure qu'il est, je dois vous dire que les Congolais qui sont membres de ce parti savent ce que l'UDPS recherche dans les moments. L'UDPS a remporté des élections présidentielles et législatives. Ils le savent. Ils savent aussi que le président, à l'heure actuelle, n'attend qu'une seule chose, l'impérium, c'est-à-dire toutes les forces armées, la police, la sécurité, derrière Tshisekedi, pour lui permettre de monter au pouvoir et d'exercer ce pouvoir. Donc, si à ajouter, vous savez, il faut émettre, nous avons besoin que les pays qui nous entourent, certains pays, s'ils acceptent de nous aider. Parce que vous savez, il est très très difficile de monter une radio, quoi, disons, sur place à Kinshasa. Vous n'avez qu'à voir l'exemple de Lumbala avec ce qu'il avait. Chaque fois qu'il devait passer le message du président et que ça choquait le pouvoir en place, il faisait tout pour démolir, disons, sa station. Mais, comme vous le faites là, et comme mon ami Albert venait de le dire aussi, sur le net. Mais malheureusement, nous savons qu'avec le net, à l'heure qu'il est, on n'arrive pas à couvrir. Ça c'est un média des riches au niveau du Congo. C'est pas tout le monde qui a l'accès, car avec les problèmes de délestage qu'ils ont de courant et tout ça, bon, quand ça se coupe, il est pratiquement difficile. Alors nous pensons que nous continuons à travailler un peu en coulisses. Si nous arrivons à trouver un pays support à côté du Congo, en tout cas en ce moment, nous vous assurons que nous ferons quelque chose de grandiose. Et il faut aussi reconnaître, j'ajouterai quelque chose, il faut reconnaître que la diaspora fait un travail de titan, et aussi les médias sociaux que nous avons. Et nous avons les autres médias que je ne citerai pas ici parce que je peux faire leur publicité. Mais vous êtes parmi ces médias-là et vous faites un travail de titan. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des canaux de communication qui partent de la base jusqu'au sommet. Et au sein de l'UDPS, nous avons aussi le département de communication. Et comme vient de dire Sylvain et Albert, quoique l'UDPS ne peut pas accéder aux médias officiels de la République démocratique du Congo qui sont sous les ordres de Kabila, mais nous utilisons aussi les médias les plus simples qui est les téléphones. Oui, les téléphones, c'est un média qu'on ne peut pas arrêter. Oui, c'est un moyen très efficace. Oui, c'est un moyen très efficace. Et aussi, quand nous causons avec nos compatriotes qui sont au Congo, nous avons le temps de leur refiler les messages, parce que c'est la grande base et c'est la grande force d'un parti politique, c'est les militants.
Tout à fait. Oui, le pouvoir en place peut financer, peut museler les médias sociaux, mais il ne pourra jamais museler la population. Parce que cette population n'a pas besoin d'attendre le mode de Kabila pour manifester, ou encore moins pour dire ce qu'il veut. Vous voulez dire Tshisekedi. Bien entendu. Il y a quelques temps passés, on a entendu des alliances qui existeraient entre l'UDPS, la PARECO et le mouvement du général Mounene. Je sais qu'au niveau de Kinshasa, on avait réfuté ces alliances et je me rappelle, la base nationale avait commandé justement aux signataires, au nom de l'UDPS, de rejoindre la base nationale pour s'expliquer à cet effet. Est-ce que les Congolais qui nous regardent, qui vous regardent aujourd'hui, peuvent être... Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre découlant de ces accords? Existe, oui ou non, des accords entre l'UDPS, la PARECO et le mouvement du général Mounene? Bon, à l'heure actuelle, il est difficile qu'on vous réponde à cette question, dans la mesure où l'UDPS, c'est un parti qui a pour approche, pour accéder au pouvoir, la non-violence. Le général Mounene, la PARECO et d'autres organisations ont leurs moyens qu'ils privilégient pour accéder au pouvoir. Ce sont des Congolais. Nous savons qu'ils existent, mais il est un fait que l'UDPS privilégie cette approche de la non-violence pour accéder au pouvoir. L'UDPS n'est pas aujourd'hui une organisation qui a des troupes, des militaires quelque part parqués pour aller un jour mettre le Congo à sang et feu. Alors, ce sont des approches qui sont privilégiées par les deux autres groupes. Mais n'empêche, l'UDPS ne s'oppose pas à un de ces groupes qui pourrait privilégier ces méthodes de la violence, dans la mesure où la Constitution du Congo, son article 64, stipule que tout Congolais est autorisé à stopper tout celui qui s'accapare du pouvoir ou qui veut s'accaparer du pouvoir par la force. Le Congolais est appelé à utiliser toutes sortes de moyens pour les stopper et favoriser le climat démocratique dans le pays. Il s'avère que le pays est actuellement miné, un petit peu même, puisque le pays est infiltré à partir de son sommet. Il n'y a pas un secret. Vous savez que Kabila, ce n'est pas un fils du Congo. On a infiltré ce qu'on appelle actuellement l'armée, de telle sorte qu'il joue beaucoup du cinéma. Mais cependant, Moumeme, le général Moumeme, comme Mbanda, des noms d'Aparico, ce sont des fils du Congo. L'UDPS, à mon avis, cette fois-là, ne peut que composer avec ses fils du Congo, puisque je crois que c'est dans l'unité que nous arriverons à résoudre le plus rapidement le problème de notre pays. Donc, nous ne rejetons pas, bien que notre option, d'une manière fondamentale, ça soit celui de non-armés, mais si nous pouvons trouver le bras armé à travers d'autres fils du Congo et qu'on arrive au même résultat, qu'on puisse récupérer d'abord le pays, alors en ce moment-là, nous devons marcher avec les fils du pays. Mon cher Kabouya, l'UDPS a été fondée sur base de revendications sociales, politiques, humanitaires, pour que le Congo puisse avoir un état de droit. La PARECO et le mouvement de général Mounene sont issus tout justement sur base de la non-accomplissement des objectifs que nous avons sur le pays, c'est-à-dire la non-existence d'un état de droit amène le Congolais, où qu'il soit, à pouvoir se révolter et à pouvoir dire haut ce qu'il pense. Les moyens utilisés, vous avez suivi Albert, vous avez suivi Sylvain, diffèrent, mais la finalité est la même. Si c'est pour faire partir la dictature de notre pays, les uns utilisent la force, les autres utilisent la non-violence pour que nous puissions
faire asseoir un état de droit, et c'est une solution toujours envisageable. Peut-être ma dernière question, vous avez dit la finalité est la même, parvenir à asseoir un état de droit. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, à l'est du Congo, un mouvement qui était le CNDP-hier, qui avait signé un accord avec le régime de Kabila durant son premier mandat, le 23 mars 2009. Et j'ai lu personnellement les 12 pages de cet accord qui, de facto, donne la gestion justement de la partie de l'Est, politiquement, militairement et administrativement au groupe de CNDP. Mais ces gens aujourd'hui se sont rebellés de l'armée régulière où ils étaient intégrés. Ils ont pris le contrôle de cette partie du pays et ils disent une des conditions pour qu'ils baissent les armes, ce serait justement de donner l'effectivité du pouvoir au président Etienne Tshisekedi, qu'on libère les prisonniers politiques. Est-ce pour vous un des moyens que vous utiliserez éventuellement, vous considérerez pour l'effectivité du pouvoir par rapport à l'Imperium? Écoutez, vous nous parlez du M23, vous nous parlez du CNDP. Je dois vous dire tout simplement que le Congo n'est pas à sa première expérience avec les guerres des rebelles. Déjà, à l'accession du Congo à l'indépendance en 1960, quelques mois qui suivaient, tout le Congo était plongé dans les guerres des rébellions. Je dois vous citer ici l'État du Katanga qui s'est déclaré État sécessionniste du Katanga, État le Sud Kasaï, avec Kalonji Albert comme le Moulopoué. Vous aviez dans le Bandundu la rébellion animée par Pierre Moulele. Vous aviez à Stanleyville des noms comme Sumialo, Kizenga, Patiti Patata. Bref, cette rébellion qui a endeuillé le Congo a été stoppée par les fils du Congo dans les limites de l'acceptable. Lorsque Mobutu, qui a pris le pouvoir avec l'équipe de jeunes gens qui l'entouraient à l'époque, Moulamba, Etienne Tshisekedi comme ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières, ils ont réussi à mettre toutes ces rébellions-là à leur place. Il n'y a pas eu de négociations faites dans le sens de céder les lopins de terre congolaises au groupe de ces rebelles. Nous sommes curieux de voir aujourd'hui celui qui s'est dit qu'il est président de la République démocratique du Congo traité avec des rebelles à l'instar d'un État avec un autre État. Ça ne s'est jamais fait nulle part dans les annales de l'histoire du monde et même l'histoire du Congo elle-même et du Congo lui-même. Il n'y a jamais eu un traitement à part entre le pouvoir et les rebelles. Mobutu ne l'a pas fait, Tshisekedi ne l'a pas fait. Toutes les forces rebelles de l'époque ont été incorporées dans les institutions qui existaient. Je me rappelle, j'étais encore trop jeune à l'école primaire, quand Tshisekedi était ministre de l'Intérieur des Affaires coutumières. Il a formé la police nationale. Dans cette ville-là, on parlait de la police mobile. La police mobile qui n'avait rien à envier à la police canadienne, par exemple, à la police américaine, FBI, à la police belge, tout ce que vous pouvez imaginer de merveilleux à travers le monde. Ce pays-là a été gouverné. Ce pays-là a été administré. Qu'est-ce qui fait que un bon matin, Kabila monte des amalgames avec ses amis et ils se partagent le pays et les Congolais sont témoins et ils vont signer, mettre leur signature sur des papiers avec des rebelles. Ça ne se fait nulle part. C'est ça qui prouve que Kabila est un mercenaire qui est à la tête du pays et les Congolais le voient faire, le laissent faire. Et c'est une situation qu'il faudra arrêter, alors arrêter le plus rapidement possible. Voilà ce que je peux dire à cette question que vous venez de soulever. Oui. Avec les M23, je crois que l'UDPS est déjà vacciné avec ce qui s'est passé dans les temps. Donc la prudence doit être de mise. Vous savez,
à l'avènement de l'AFDL, quand Kabila a avancé, il était encore au niveau de Kivu. C'était une histoire de je sais pas, d'amour avec l'UDPS. La preuve en est que partout il passait, d'une manière générale, la population désignait des gouverneurs qui étaient issus de l'UDPS. Alors, arrivé à Kinshasa, c'est le TEPI, le même langage qui s'était développé. Alors, on a tiré une leçon de toute cette histoire. C'est bien beau, puisque le fait même contredise un peu en pratique ce qui se passe, puisque dans la partie sud-est du Congo, où les gens des M23 étaient campés, on a bourré des unes au profit des Kabila. C'était avec les concours en ce moment-là. Mais c'est quand même curieux. Peut-être qu'ils se sont ravisés. Là, c'est vrai qu'on peut essayer de regarder. Mais cependant, comme j'ai dit au début, la prudence doit être de mise. Nous ne pouvons pas donner un chèque en blanc et accepter que n'importe quoi se fasse du fait seulement qu'il dit que Tshisekedi puisse retrouver la liberté de mouvement, alors que tous nous savons que Tshisekedi a été élu et on font partie des gens, disons, des problèmes qui au départ n'a pas permis à ce qu'Étienne puisse arriver à Yelmapura. Monsieur Kabouya, merci beaucoup pour la question. Et je suis très heureux de remarquer que vous avez lu les accords qui a institué le fameux mouvement du 23 mars. Et moi, je répondrai par le fait. Dans le premier rapport, dans leurs accords, ils ont demandé à Kabila qu'il puisse être brassé dans l'armée nationale et avec siège toujours à Goma. Or, vous et moi, vous êtes Kinois, vous avez vécu vous-même à Kinshasa, où les militaires qui étaient à Kinshasa, il y a certains qui parlaient Tshilumba, il y a certains qui parlaient Swahili, il y a certains qui parlaient Kikongo, il y a certains qui parlaient Lingala. Donc ce qui signifie que quand tu rentres dans l'armée, c'est pour servir les territoires de votre pays dans sa globalité. Je n'ai jamais vu dans les manuels militaires où on écrit qu'un militaire, quand il est engagé, il va être engagé, il va prendre la retraite dans son petit coin là où il est. Vous allez en Belgique, vous allez trouver à Arlon les militaires qui viennent de partout et qui constituent le centre de Arlon. Et c'est la même chose ici au Canada. Vous allez trouver les militaires qui viennent de partout, de toutes les provinces du Canada. Kabila signe pour que ces militaires-là restent à Goma. Et vous comprendrez pourquoi, j'en viendrai. C'est déjà une trahison. Vous comprendrez pourquoi. Des deux, dans les accords, ils ont conclu que ceux qui étaient poursuivis comme criminels de guerre ne devaient pas être poursuivis. Des trois, aujourd'hui nous voyons que le Parlement, je dis bien des Kabila, du temps de Kaméré, ils ont signé le projet de loi pour que l'armée nationale congolaise puisse acheter des armes. Contrairement à ce qu'on nous dit que l'armée congolaise est sous embargo. C'est faux, parce que vous allez lire plusieurs rapports des résolutions des Nations Unies où l'embargo a été seulement pour les groupes armés rebelles qui ne devaient pas s'approvisionner en armes et en munitions de guerre. L'armée congolaise ne fait pas partie de ces groupes-là. Pourtant, ils sont alimentés par le Rwanda. Voilà. Et pourtant, les autres sont alimentés par les Rwandais. Et Kabila n'a jamais signé le projet de loi pour lever la mesure afin que la République démocratique du Congo puisse acheter des armes. Et vous avez pu remarquer que les militaires congolais, ils sont au front, ils sont un pays. Et les militaires rwandais sont bien payés. Et ça, ce n'est pas par hasard qu'on a pu faire ça. Pour que les militaires congolais soient affaiblis et que les autres puissent prendre du terrain. Et en restant à Goma, c'est la balkanisation de notre pays. Parce que ces militaires-là, parlant une seule langue, le Kinyarwanda, ils marchandent avec les Rwandais, ils font passer les coltans et les richesses de notre pays sous la direction du Rwanda. Ceci dit en passant. Est-ce que quand tu as appris la géographie, on t'avait dit que les Rwandais produisaient des diamants? Jamais. Mais aujourd'hui, les Rwandais est toujours parmi les producteurs des diamants. Allez-y savoir quelque chose. Et puis dans les diamants, il y a coltan. Oui, je parle d'abord des diamants parce que les diamants, les Rwandais font partie des vendeurs de diamants, alors qu'ils n'en produisent pas. Oui. Et Détroit, Tanganda et Kukunda Batware ne sont pas inquiétés.
Et le M23, qu'est-ce qu'il demande? Il dit que voilà, on va faire des enquêtes pour voir qui avait tué les Bakongo des Bundu Diakongo. Et il ne cite nulle part dans les négociations que Tanganda et Kundabatware doivent être traduits devant la justice. Il revendique l'arrestation immédiate de George Numbi et il n'en parle pas un mot sur Tanganda et sur Kundabatware. Et il veut justement mettre les gens la bombe aux yeux pour dire que voilà, Tshisekedi est en résidence surveillée et puis la vérité des urnes, ça c'est nous connaissons la chanson. En 96, sur les accords de l'Emera, on leur a donné Kabila qui était là avec Kabila Père. 300 km de frontières de la République démocratique du Congo. Où vous avez vu ça? Hypothéquer les frontières d'un pays? Non, nous ne sommes pas des enfants. L'UDPS n'est pas constitué des petits-enfants. Nous connaissons l'histoire de notre pays, nous avons vécu dans notre pays et nous savons là où nous y allons. Ça, c'est de la mascarade. Est-ce que vous avez un dernier mot? Je comprends, vous conviendrez avec moi. Nous sortons d'une rencontre qui a duré suffisamment longtemps. Je les ai pris à chaud pour essayer, bien entendu, d'avoir quels éléments ont fait partie des discussions. Mais nous vous reviendrons avec une émission spéciale d'1 heure avec les cadres de l'UDPS. Nous aborderons toutes les questions que vous nous avez envoyées. Peut-être pour conclure, avez-vous un mot aux Congolais qui vous regardent d'ici et d'ailleurs par rapport à la situation actuelle et aux perspectives d'avenir? Le Congo sera administré par un fils digne de ce pays pour rendre la dignité aux Congolais. Ce Congolais qui est aujourd'hui un objet de moquerie et de risserie dans toutes les chancelleries du monde. Nous avons eu la malchance d'avoir un intrus à la tête du pays, mais son séjour à la tête du pays touche déjà à sa fin. Il n'en a plus pour longtemps. Mes chers compatriotes, je leur dirai seulement une chose. Nous devons apprendre la culture de la persévérance. Quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent toujours par arriver. Merci. Malheur lointain du Congo, c'est d'avoir été colonisé par un tout petit pays qui est la Belgique. Et ce pays-là est à la base de beaucoup de choses qui se passent chez nous. Peuple congolais, réveillez-vous. Le moment est arrivé, vous vous êtes choisi librement un fils du Congo, dans la personne de M. Étienne Tshisekedi ou Mulumba. Écoutons ce qu'il nous a déjà demandé, mettons-nous debout, pour lui permettre de pouvoir sortir le Congo de cette impasse. Merci. Sur ce, les réseaux de la diaspora, comme nous vous le disions, c'est le média qui a été créé justement pour permettre au peuple de la diaspora de s'exprimer sur des sujets qui les concernent. Ici, nous avons le cas spécifique du Congo avec la crise actuelle. Donc, comme je disais dans mon introduction, nous reviendrons avec une émission bien conçue, 1 heure, pour vous permettre d'avoir d'autres informations que nous n'avons pas pu aborder ici. Dans l'entretemps, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. C'était un plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup.